Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 2 mars 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. Le trio, comme à l'habitude, de Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain et moi-même, Emilio Constanza, à l'animation. Bonne semaine de relâche si c'est votre cas. J'espère que vous n'en avez pas trop à faire. Félix, je te regarde principalement, toi qui, session après session, qu'on se jase pendant la semaine de lecture de son vrai terme. Tu as toujours beaucoup de travaux à faire. De quoi ça va avoir l'air cette semaine pour toi? Ça va être un petit peu plus tranquille. Je pense que de moins en avec les années, il y a comme un petit peu plus tranquille ces moments-là. Les sessions sont un petit peu plus légères quand même, là, mais écoute, au moins on va avoir le temps que je ne mettrai pas là-dessus, je vais le mettre avec la date limite dans la NH. Ça va être une grosse semaine. Je pense qu'on va suivre ça de près, puis on va suivre ça sur nos réseaux sociaux aussi. Si vous ne nous suivez pas sur nos différents réseaux sociaux, commencez avec une plug quand même. Ça fait même pas 1 minute et demie, puis j'ai déjà plugué les réseaux sociaux. C'est fort quand même. Hein? Fait que, non, c'est ça. Fait que, on hâte de suivre ça. Ça va être le fun, puis ouais, ça va être bien le fun. Félix n'a même pas mentionné le plus important qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Quoi? Dans 2 semaines, il y a MLB The Show 25 qui sort. Oh man, j'ai tellement hâte. Et ça, mes amis, ça va faire. Félix qui est dans une grosse session en ce moment sur le point de terminer son baccalauréat puis poursuivre ses études. Toi, Pop, quel souvenir gardes-tu de la semaine de relâche? T'étais-tu quelqu'un qui faisait beaucoup ses travaux pendant la semaine de lecture? Écoute, je suis pas allé à l'université, hein, fait que... t'avais quand même ça au cégep, là? Oui, mais on va dire que la mi-session, moi, je laissais tout ça dans le placard, puis c'est une semaine de congé, c'est une vraie, là. Ça, je respecte ça. Il n'y a pas de travail. La seule affaire, par exemple, c'est qu'à ma dernière saison de cégep, j'ai pas eu de semaine de mi-session, mais j'ai fini la session une semaine plus de bonheur parce qu'on avait les Jeux du Québec à Alma. Puis on devait couvrir ça avec l'école. Fait que ça, c'était une super expérience. Mais pour moi, la semaine de relâche, c'est comme celle que tu étais au primaire. Tu te levais à 8 heures, tu gamais jusqu'à 5 heures le soir, puis après ça, le reste, tu t'en occupes. Amen! Jusqu'à 5 heures le soir? Oui, parce qu'après ça, tu manges, puis après ça, il y avait le Canadien à la TV, probablement. Et après ça, tu retournes à la Et voilà, tu as tout compris. Dans le temps que j'avais une Atari ou un Commodore 64. Là. Oh my God. Ouais, j'aime ça, par contre, l'argument de gamer pendant la relâche. Il y a toujours comme un jeu que je me spot toujours que je veux jouer pendant la relâche. J'ai pas encore pris le temps. Je pense que je vais faire ça après l'enregistrement. Félix, t'as-tu spoté un petit jeu, toi, que tu vas jouer pendant la relâche? Ben écoute, je sais pas encore parce que je sais pas à quel point je vais avoir du temps pour faire ça, mais je sais pas, gros fan de ces temps-ci de la série Ace Attorney, ceux qui ont joué à ça, ces jeux-là, sinon peut-être un peu de college football, peut-être un peu de MLB 24 aussi, commencer à regarder pour se remettre dans le bain pour le prochain. Hier d'ailleurs, Pop et moi, on a joué un petit peu hier soir. On était un peu rouillés, mais ça a quand même bien fini. Gros walk-off en 9e. Pop, qui d'ailleurs est rendu avec une PS5. Fier propriétaire de PlayStation 5. Enfin, j'entre dans le 22e siècle parce que le 21e, ça fait déjà longtemps que c'est arrivé. Mais après presque 10 ans avoir une PS4, je suis enfin à jour. Je tiens à dire que je suis encore propriétaire d'une PlayStation 4 in the Big 25. Je dis pas que j'ai gamé dessus. La seule utilisation que j'en ai faite, je dirais, depuis la dernière année et demie, peut-être même 2 ans, c'était pour jouer à Strays, le jeu de chat, puis regarder Harry Potter avec ma blonde. That's it. Nice. Mais écoute, Pop, il faut quand même préciser. Par exemple. Pop, il arrive quand même d'une PS2. Hein, passer d'une PS2 direct à PS5, il pensait que c'était la dernière technologie, la PS2. Fait que là, il arrive à PS5 et c'est un nouveau monde pour lui. No cave, j'ai encore ma PS2, puis je l'utilise encore. Meilleure console de tous les temps.
Max. Meilleure console de tous les temps. Anyways, sur ce segment gaming, on va quand même passer à l'actualité parce qu'on en a quand même beaucoup sur notre assiette cette semaine. Puis j'ai envie de commencer avec ce qui se passe au hockey, plus particulièrement dans la conférence de l'Est, qui est un véritable bordel pour le portrait des séries éliminatoires quand on regarde le classement des wildcards. On peut commencer un peu avec les Canadiens qui sont tout feu, tout flamme depuis le retour du tournoi des 4 nations, qui n'ont pas encore échappé un seul match. Puis, mis à part pour le match, c'était contre les Sharks qui s'est terminé en prolongation, soit dit en passant sur un but absolument magnifique. Le but de l'année chez le Canadien. Ah, définitivement. Je veux dire, c'était difficile de faire mieux. Mais au-delà de ça, des performances en matière de buts marqués qui ont été convaincantes pour les Canadiens. Et en plus de ça, bon, vous me direz, c'était peut-être pas des matchs super beaux, mais Félix, à la fin de la ligne, ce sont des victoires qui s'amassent pour le CH. C'est des matchs qu'il faut que tu gagnes. Tu sais, t'as pas nécessairement battu une tonne de gros adversaires. Là, les Sharks, c'est pas exactement une puissance. Puis on a eu besoin de la prolongation. Mais l'important, surtout, tu l'as dit, le classement est tellement serré. Il y a comme un 8 équipes qui se battent pour 2 places en ce moment. Là, fait que tu peux pas te permettre de perdre des matchs. Puis on l'a vu quand le Canadien a eu sa séquence de genre 9 défaites en 10 matchs avant la pause. Ouais, c'était 9 en 10. La seule victoire qui était contre les Sharks d'ailleurs. Si tu te mets à perdre, juste le fait qu'il y ait autant d'équipes qui sont là, veux pas, à chaque soir, il y en a une couple de ces équipes-là qui vont gagner. Fait que si tu te mets à perdre des séquences de défaites, tu vas dégringoler au classement. Fait que ça te prend faut que tu gagnes des matchs sur une base régulière. Puis on a vu le Canadien le faire entre la mi-décembre et la mi-janvier. Puis depuis le retour de la pause, moi les gars, je dis ça de même, là, mais si Emil Heinemann n'avait pas pris une marche à Salt Lake City cette journée-là, peut-être que le Canadien n'aurait jamais perdu un match du reste de la saison puis qu'on serait déjà qualifié pour les séries. Peut-être que ce serait arrivé. Ah, mais c'est fou, man. T'sais, on leur voit jouer, puis t'es comme, waouh, tellement une belle bougie d'allumage. Il n'a pas vraiment marqué depuis qu'il est de retour, mais au-delà de ça, c'est fou comment il amène tellement du bon jeu, tellement de l'énergie. Ouais. Toujours sur le bottom six, c'est tellement le fun. Puis malgré tout ça, on a eu quand même la nouvelle que la saison de Kirby Dach est terminée. Puis là, il y a Owen Beck qui vient prendre des reps avec ça aussi. Même Owen Beck a été super le fun à voir son implication contre les Sharks, son jeu sur le bord de la bande, alors que moi, je pensais qu'il s'était fait annihiler, puis finalement, il est toujours sur ses pieds, puis il a réussi à servir une petite passe à l'année pour après ça la refiler à New Hook. Pop, Félix a amené un fucking bon point du fait que maintenant, là, à l'heure où on se parle, les Red Wings occupent la 2e et dernière place de wildcard dans les éliminatoires. Si on regarde le restant du classement, disons qu'on y va d'équipe 1 à équipe 10. 1 étant les Blue Jackets à 68 points, 2 les Red Wings à 66 points. Si on va jusqu'à la 8e place, qui est les Islanders, il y a 5 points qui séparent la 2e et la 8e place. Non loin derrière, il y a les Pingouins à 58 qui, bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir une autre run un peu magique comme celle de l'année dernière. Comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça? Ben, je pense que, on va avoir une bonne réponse sur ce qui s'en vient vendredi. Parce que là, à partir de vendredi, on va voir qui veut s'accrocher à cette course-là et qui ont décidé, sais-tu quoi? Ça ne sera peut-être pas cette année, on va peut-être commencer avant. Tu sais, c'est ça qui va arriver un peu. Là, à partir de vendredi, là, il risque d'avoir un schisme entre certaines équipes. Est-ce que les Islanders vont lancer la serviette? Pour moi, je pense que ça... Tu sais, des équipes comme les Islanders, les Flyers, peut-être même les Rangers, mais ça à petite échelle de ce côté-là. Tu sais, on va voir, il y a des équipes qui vont peut-être lâcher et qui sont plus capables de tenir le rythme. À cette heure, est-ce que tu as des équipes comme Montréal, Boston? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas encore. Mais si on pensait que l'année passée, la course pour le 2e wildcard était absolument insane, avec 5 équipes pour une seule place, et les 5 tenaient absolument pas à la série éliminatoire, là, cette année, c'est encore incroyable. Puis, dire qu'il reste encore 20 games pour savoir qui va gagner cette course-là. Pour vrai, je suis tellement anxieux à ce qui s'en vient pour le mois de mars. Je pense que le mois d'avril ne peut pas arriver aussi rapidement que ça. Non, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, cette course-là. Puis, tu sais, on parle du Canadien. Oui, là, c'est une belle séquence de victoires. Puis,
on vient de gagner 4 matchs de suite, puis on a peut-être rattrapé quoi, 2 points. Tu sais, c'est ça. Il y a tellement d'équipes qui veulent pas. C'est tellement difficile de rattraper les autres équipes parce que t'es comme pogné dans un moton qui veut pas. Ben, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont sortir de là. Fait que tu restes comme pogné, puis à chaque soir, t'as comme 3-4 équipes qui gagnent. Puis t'as comme 3-4. Fait que c'est difficile de vraiment prendre de la distance. Il y en a toujours une ou deux qui ramassent un point de communisme à quelque part à cause de la prolongation. Exact. Fait que t'es comme, tu sais, t'es tout le temps proche, mais t'es jamais capable de vraiment closer le gap, comme on dit. Là. Mais c'est ça qui est tough. En dedans de 5 points, tout se peut. Fait que suffit d'une autre run. Puis, tu sais, mettons le Canadien en gagne 3 autres de suite. Là, ça fait 7 de suite. Puis, tu sais, ils ne veulent pas mener. Ils vont finir par se rapprocher à force de gagner. Puis, ça va. Puis, tu l'as dit, ça va être une grosse semaine parce que de plus en plus, il y a des équipes qui vont abandonner. T'sais, on a déjà quelques-unes qui ont abandonné. Les Sharks, les Blackhawks, c'est n'importe quoi ces équipes-là. Là, mais, tu sais, mettons les Islanders, les Flyers, mais tu sais, mettons ces équipes-là, on échange des gars. Ben, veut pas, ça va devenir des victoires un petit peu plus faciles, des cibles un peu plus faciles. Là, le Canadien va avoir une semaine relativement facile, sans dire que ça va se recorser comme c'était corsé en janvier, parce que ça, c'était quelque chose, mais on a des gros matchs qui s'en viennent. Puis, maintenant, les matchs dans l'Est, tu peux pas les perdre. C'est aussi simple que ça, parce que une équipe dans l'Ouest, mettons que tu te ramasses en prolongation contre une équipe dans l'Ouest, on s'en sac que les Sharks ramassent un point en prolongation, on s'en sac que les Kings ramassent, on s'en sac complètement. Mais tu peux pas donner un point, mettons que tu joues une game contre les Red Wings, tu peux pas les battre en prolongation, il faut que tu ailles chercher 2 points clairs sur eux, c'est aussi simple que ça. Puis c'est à l'image un peu de la victoire contre Ottawa il y a 2 semaines. Tu sais, aller gagner ça en prolongation, tu n'as aucunement le même effet que de l'avoir gagné à la régulière de même. Puis, je me dis qu'à un moment donné, c'est ça que je dis, il va y avoir certaines équipes qui vont lâcher le gars. Puis, il y a aussi des équipes qui, naturellement, ne tiendront pas le rythme jusqu'à la fin de la saison. Et les Pingouins? Les Pingouins, entre autres, mais tu sais, Détroit ont eu 2 séquences de quasiment 6-7 victoires de suite depuis que Todd McLellan est arrivé. Les Blue Jackets, ça tient leur bout depuis le début de la saison. Est-ce que Ottawa peut t'offrir jusqu'au bout avec un gardien comme Linus Ullmark qui fait très bien la job, mais est-ce qu'il va pouvoir traîner ça jusqu'à la fin de l'année? Il n'y a aucune réponse. Puis, tu sais, on parle des wildcards, mais je regarde dans les top 3 des 2 divisions. Ça non plus, là, on va avoir du monde qui vont s'essouffler d'ici la ligne d'arrivée. Là. J'ai 2 points là-dessus. Je veux rebondir un peu sur ce que Félix disait par rapport à l'avancement au classement. Je pense que c'est Stéphane Waite que j'ai vu énoncer ce commentaire-là. Tu sais, comment tu essaies de motiver les joueurs à regarder, du moins à essayer de continuer dans ce classement-là? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est regarde pas le classement. Pour de vrai, joue tes games parce que c'est fou comment ça peut être un effet démotivateur de regarder le classement. Puis encore une fois, Canadien qui va chercher 4 victoires consécutives, mais ça paraît tellement pour pas grand-chose dans toute cette course-là. Puis deuxième point par rapport à ça, le classement. On parlait du fait que le Canadien a besoin, je sais pas moi, je pense que c'était de jouer pour 700 pour encore espérer avoir une place en série. Là, il va y avoir le match retour contre les Sabres qui va se jouer au Centre Bell. Mais là, après ça, c'est le fameux voyage dans l'Ouest canadien, plus Seattle maintenant pour le club. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Non, vraiment. Mais tu vois, c'est des excellents matchs baromètres dans le sens que Calgary-Montréal, dans le power ranking de leur conférence respective, c'est à peu près semblable à un même endroit. Vancouver qui se cherche depuis des semaines et tu vois déjà Quinn Hughes, en tout cas, a subi une blessure. C'était pas joli contre les Krakens. En fin de semaine, puis là, on attend de voir ce que ça va faire. Puis, tu sais, Seattle, c'est déjà une équipe, tu sais, un peu comme les Nashville puis les San Jose de ce monde, que tu sais déjà que ça fera pas les séries cette année. Donc, c'est pas un lock considérant le dernier match des Canadiens contre les Kraken. C'était pas joli. Ouf, mais ça c'est les anciens Canadiens, Mio. Ça, c'était les Canadiens avant Jacob Dobèche. Le Canadien avant Kevin Lindemann devienne la solution à tous nos problèmes. Là. Avant Alex Carrier. Avant Alex Carrier. Mais pour vrai, si vous êtes une compagnie de papier bulle, on va prendre ça puis on va envelopper Emil Heinemann d'ici la fin de la saison, s'il vous plaît. Il faut laisser le plus prendre de marche.
Puis, tu sais, on le voit, puis, tu sais, je dis ça un peu à la blague, évidemment, là, mais tu regardes le dernier mois, ben, en fait, depuis décembre, okay, depuis la mi-décembre, man, il gagnait un mois de temps pendant qu'il était là. Heinemann se blesse, un accident freak, puis tout, mais. Puis, tu sais, ils ont quand même gagné 2-3 matchs après, là, mais il se blesse, dégringolade, après, on se met à perdre une tonne de matchs, revient après la pause de 2 semaines, 4 victoires de suite. Ce gars-là est un allié recru qui joue sur un 4e trio. Et pourtant, quand il joue, l'équipe gagne tellement plus. Puis, sérieusement, bravo à lui. Moi, j'ai douté par bout d'Heinemann en tant qu'espoir. Ça m'avait l'air d'un autre gars un peu dans le style de Ilonen. On me dit que c'est la meilleure affaire dans la Ligue américaine, arrive dans la nage, puis je dis, ah, ok. Ce gars-là joue avec une intensité qui est quelque chose, qui est contagieuse, puis surtout, qui complémente tellement bien Jake Evans puis Joel Armia. Et parlant de Jake Evans, Joel Armia, on parle de cette course-là d'équipe qui pourrait abandonner. Ben sérieusement, cette semaine, le Canadien, si on échange Jake Evans, Joel Armia, on va faire partie de ces équipes-là qui vont pas abandonner, mais qui seront peut-être plus nécessairement autant une menace. Parce qu'une des raisons du succès du Canadien, aussi fou ce soit, c'est ce 4e trio-là. C'est Heinemann, Evans, Armia. Hein? Man, c'est le 4e trio. Je suis prêt à dire que c'est le 4e trio le plus important, le most valuable, là, le plus important à son équipe, c'est le 4e trio le plus important à son équipe de toute la nage. C'est fou. Puis pour terminer sur Heinemann, quand on a reçu Guillaume Lefrançois de la presse, il a prouvé lui-même que Emil Heinemann était le meilleur secret gardé de la Ligue nationale depuis la recette, dont aux épices et herbes du colonel Sanders. On parle d'équipes qui abandonnent. On sait très bien, vendredi, c'est la date fatidique, la date limite des transactions. On a beaucoup de noms, justement, qui circulent. Puis, exactement, du côté de Montréal, on a Joel Armia et Jake Evans. Les gars, j'ai quelques petites questions en rafale que j'ai pour vous. Vous allez me répondre à ça. De façon très convaincante. On va commencer. Félix, tu as mentionné Jake Evans et Joel Armia. Alors, j'ai besoin que tu te mouilles en premier. Vont-ils terminer la saison à Montréal? Si j'étais DG, ils finiraient la saison à Montréal. Est-ce que je pense qu'ils vont finir la saison à Montréal? Non. Je pense qu'on va les échanger cette semaine, mais si j'étais Kent Hughes, moi, je les garderais. Hop. Moi, si j'étais un DG, puis je pense que je vais reprendre un peu ce que Félix dit, si j'étais un DG, Jake Evans serait déjà signé, tant qu'à moi. Moi, il y a 2 choses que je regarde. Entre la fin de la Coupe des 4 Nations et justement la date limite des transactions, il y a 6 matchs. On vient d'en gagner 4 déjà. Qu'est-ce que tu envoies comme message? Si tu gagnes demain en plus, tu peux-tu échanger ces gars-là après? Puis après avoir perdu Kirby Dog, est-ce que tu peux te permettre de perdre peut-être ton 2e centre? Jake Evans. Tu veux-tu Christian Dvorak comme 2e centre? L'année, Chris? Veux-tu Owen Beck comme 2e centre? Ben, Owen Beck est déjà 2e centre. Mais... c'est ça l'affaire, mais c'est un peu... Mais par défaut! Par défaut, là, il va l'être pour de vrai. Evans est 2e en importance. Ça, je te le dis. Définitivement. Félix, à l'inverse, on regarde ce qui se passe avec les Sabres de Buffalo. Est-ce que Dylan Cousins va bouger? Non. Je pense que les Sabres vont le garder. Je pense que ce qui va être compliqué avec lui, c'est son salaire. Un 7 millions en pleine saison, c'est tellement difficile à échanger. Puis peut-être qu'il y a une façon d'y arriver. Peut-être qu'il y a une équipe qui prend une chance. Peut-être qu'une équipe comme, mettons, pas une Canadienne nécessairement, mais une équipe dans ce pactole-là d'équipe dans l'Est là, qui se dit, ben peut-être qu'on prend une chance avec lui en se disant qu'on l'a à long terme. Une équipe qui est comme en anglais on dit tweener, là, j'ai comme pas la traduction de ça, là, mais qui est pas loin, mais qui est pas en série, qui est pas un acheteur nécessairement, mais qui est un acheteur un peu sa ligne. Un acheteur prudent, mettons. Je pense que c'est la meilleure façon de le traduire. Là. Peut-être qu'une équipe comme ça prend une chance, mais je pense que Dylan Cousins reste à Buffalo. Pop. Moi, vois-tu, je vois des équipes de l'Ouest, moi, aller chercher, parce que moi, je pense pas que Buffalo va donner Dylan Cousins à un rival de division. Vraiment, mais tu le vois partir. Mais, tu sais, une équipe comme Saint-Louis, Calgary, même Utah, qui sont, tu sais, on parle beaucoup de l'Ouest, de l'Est en ce moment, mais il y a pour 4 équipes, puis, tu sais, Vancouver 65 points, puis 3 équipes derrière eux, c'est le Utah HC à 63 points. Moi, je pense que, tu sais, tout ce qui va être acheteur, moi, je pense beaucoup à ces 2 équipes-là. Calgary, Saint-Louis, moi, je pense qu'on va voir beaucoup d'actions d'ici vendredi de ces 2 équipes-là. C'est sûr. Félix, si on reste dans l'Est, quelle équipe prendra Rickard Rakell? Man, je sais que mes réponses vont être plates, mais je pense qu'il s'en va pas non plus. Je pense que les Penguins savent qu'ils l'ont pour l'année prochaine, puis
on se dit que c'est un des rares bons joueurs qu'on a en ce moment. Puis on va essayer de le garder pour essayer d'être compétitif l'année prochaine avec Crosby, Malkin puis Lothar. Le facteur vente d'étiquettes, Pop, y crois-tu? Ah ben absolument. Pittsburgh, puis ça c'est plate un peu parce que Pittsburgh c'est une ville de sport. Puis on voyait déjà des signes cette année. Quand le club va mal, ça l'échappe. Ça l'échappe. C'est pas pour rien que Pittsburgh a passé proche de déménager avant que Sydney arrive. Quand le Big Three va partir bientôt, ça va être tough. Ça va être tough, ça va se répertorier dans les assistances. Puis je pense que les proprios des Pingouins le savent déjà. Il faut milk Sidney Crosby jusqu'à sa dernière goutte le plus possible, quitte à ce qu'il ait 46 ans. Je pense que la peau du bas du dos est serrée un peu à Pittsburgh quant à un possible déménagement, parce qu'en même temps, Sidney Crosby, c'était... Moi, je crois pas. Hein. Je ne crois à rien, mais le plus proche d'une intervention divine, ça a été cet hostie de repêchage-là. Attends que Gavin McKenna arrive. Gavin McKenna s'en vient l'année prochaine dans 18 mois à Pittsburgh aussi. Hein? Il y en a, ça va arriver une autre fois, Ben. Comme les Packers, tout le temps qu'on arrête de franchise qui arrive de fucking nulle part. C'est tout le temps ça. Anyways. Là, j'ai besoin d'un nombre, Félix. Combien de joueurs s'en iront des Canucks? Les Canucks, je pense qu'on pourrait bouger beaucoup. Je vais y aller à 3 joueurs sur l'alignement actif en ce moment. Est-ce que tu veux bouiller avec des noms ou... Brock Besser, je pense qu'il va partir. Ça va faire mal aux Canucks, mais je pense qu'on va l'échanger. Un défenseur, je ne sais pas lequel, je pense qu'on va échanger un de ces défenseurs-là. Puis tu sais quoi, fuck it, Elias Pettersson va peut-être partir. Ouh, wow. OK, toi, tu y vas là. Je pense que ça va être vraiment difficile de le faire. Puis je suis pas all-in là-dessus. Je suis beaucoup plus all-in sur Besser. Puis un Carson aussi, quoi que ce soit. Mais peut-être qu'une équipe qui va se dire, gars, on va voir ce qu'on peut faire là. Mais moi, je toucherais pas avec une perche de 10 pieds, mais un centre qui a déjà montré qu'il est un premier centre. Tout le temps, une équipe qui va se dire, peut-être. Hop. Pour les Canucks, moi, ce que je regarde, ça va être ça va être quoi le diagnostic précis sur Quinn Hughes? Si on apprend que Quinn Hughes est absent pour 2 mois, ou peut-être même c'est déjà confirmé que ça va être une opération puis sa guérison va aller jusqu'à cet été. Moi, d'après moi, ça sent déjà la vente de feu à Vancouver. Un peu Besser va partir. Je pense que dans la hiérarchie, il est tellement plus aussi haut qu'il était. Je pense qu'il a besoin d'un changement d'air. Est-ce qu'un Carson Soucy pourrait partir aussi? Ça, je me demande aussi. Elias Pettersson, je pense qu'on s'est trop commis. Je pense que Patrick Alvin et tout ça, on a pilé son orgueil en tradant JT Miller. Je pense que ça serait beaucoup trop. Ça serait un trop gros aveu de défaite de laisser aller Pettersson aussi, alors qu'on a décidé de... Sais-tu quoi? C'était probablement JT Miller le problème. Attends, je vais changer ma prédiction sur Pettersson. Il ne sera pas échangé, mais genre 1 heure après le deadline, il y a un des insiders qui va sortir. Les Canucks étaient vraiment pas loin d'échanger Pettersson, mais ils ont changé d'idée. Ah, ça, ouais, ça, c'est bon, ça. Puis, juste avant qu'on termine sur le hockey, j'ai besoin vraiment de votre prédiction la plus loufoque, la plus scandaleuse que vous aurez pour vendredi. Je vais y aller en premier. Le plus gros échange, cette date limite-là, va être plus gros que celui de Mikko Rantanen. C'est un nom que personne n'a aidé. Je sais, moi, j'ai aucune idée, mais je pense qu'on a un gros échange qui va arriver de fucking nulle part, qui va surprendre tout le monde. Mais t'as pas de nom. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée de qui ça pourrait être, mais man, l'année passée, il n'y a pas une personne au monde qui avait venu l'échange de Thomas Hertel, puis je pense que ça va être un échange vraiment fucké de même. Un gars que tu te dis, voyons, depuis quand lui est disponible, peut-être pas le Luka Doncic, là, mais un genre d'échange fucké de même. Là. Pas un joueur autonome en devenir, un gars qui est quand même... Nico Harrison ne peut pas être outdone pour ces échanges scandaleux. Pop, qu'est-ce que tu as pour nous? Je vais peut-être aller un take en 2 parties. La première... Mikko Rantanen ne sera pas un membre des Hurricanes de la Caroline. Il va être un membre des Panthers de la Floride d'ici vendredi. Oh mon Dieu Seigneur! Ça, c'est fou. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière aussi. On a juste dit, hey, tu imagines? Puis là, t'as Félix qui a fait comme, oh my God. Non, mais man. Matthew Tkachuk a été placé sur la LTIR aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. C'est en sorte qu'on sauve beaucoup d'argent avec la rétention salariale. On peut aller chercher Mikko Rantanen.
Tu jumelles ça avec Alexander Barkov, ça va faire des flamèches. Et par-dessus tout, Pop, les Panthers y ont bougé aussi en fin de semaine. Panthers ont bougé. Pour vrai, Seth Jones, on y reviendra un peu là-dessus, mais mon deuxième petit hot take, Columbus puis Washington, prenez le téléphone de votre DG puis sacrez-le dans l'océan. Ouais. Vous n'avez pas besoin de faire d'échange. Winnipeg aussi, faites rien. Absolument rien. Les meilleurs échanges, c'est ceux-là que tu ne fais pas. Casse pas ta chimie, ça va bien. Reste comme ça. Yep. Bien dit. Bien dit. Puis finalement, c'est ça. Ben, les Panthers qui semblent ramasser tous les morceaux de loterie du repêchage de 2013 maintenant avec Seth Jones. Vite de même, vous en pensez quoi de cet échange-là? Seth Jones va revivre sa carrière. Va avoir une deuxième carrière en Floride. Ça va être absolument incroyable. Floride, dans les dernières années, a relancé Sam Bennett, a relancé Sam Reinhart, Gustav Forsling, même Sergei Bobrovsky sur une certaine mesure. Ekman Larsson aussi. Ekman Larsson aussi. Moi, je dis, cette équipe-là, c'est la meilleure pour bien faire paraître un gars qui est impopulaire dans la Ligue nationale. Seth Jones rentre parfaitement là-dedans. Le gars a début trentaine, environ fin vingtaine, début trentaine. Il y a encore de l'excellent hockey là-dessus. Il va revivre sa carrière et on va redécouvrir le Seth Jones qu'on pensait avoir du côté quand il était à Columbus. Et je me dis que, avec la rétention salariale, Chicago, pour vrai, j'ai beaucoup été critique de Carl Davidson du côté de Chicago, qu'apparemment, il n'est jamais capable de faire une bonne décision. Aller chercher Spencer Knight, c'était la meilleure chose que tu peux aller chercher dans cette situation. Et un choix de première ronde. Et un choix de première ronde. Et un choix de première ronde. Pour un contrat qui a longtemps été vu comme inéchangeable, c'est incroyable d'aller chercher tout ça pour Seth Jones. Puis c'est 2,5 millions par année jusqu'en 2030. C'est long, mais c'est pas une tonne d'argent. Par contre, je trouve que ce qu'on sous-estime de cet échange-là pour Chicago, c'est que ça va prendre un des 3 espaces de rétention salariale jusqu'en 2030. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, à tout moment, une équipe ne peut jamais retenir plus que 3 salaires en même temps. Donc, ça veut dire jusqu'en 2030, les Blackhawks ne pourront pas retenir plus que 2 autres salaires. C'est comme si on se bloquait à la limite de 2 jusqu'en 2030. Puis là, cette année, on en a déjà peu. On a Mikko Rantanen et c'est Jake McCabe, si je ne m'abuse, l'autre. Fait qu'on est bloqué. Puis à chaque année, c'est quand même un petit choix de moins que tu as parce que tu peux pas signer un gars pour retenir son salaire et l'échanger à date limite. C'est quelque chose qui pourrait faire chier un petit peu Chicago. Mais tu sais, même juste se débarrasser d'une bonne partie de ce contrat-là, c'est tellement important. Le gars était plus heureux là. Puis surtout, les Panthers, c'est un gros pari qu'on prend quand même parce que c'est un gars qui en arrache Seth Jones depuis quelques années. 7 millions par année jusqu'en 2030. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on le voyait comme un contrat inéchangeable, mais pas, tu l'as dit, on relance tellement des carrières en Floride depuis un bout. Je pense que Seth Jones ne sera peut-être pas un gars de première paire, mais tu sais, avec Aaron Ekblad qui va probablement partir cet été, ça va être un bon remplacement pour Aaron Ekblad. C'est une amélioration même. Puis c'est pas juste ça. Regarde la Floride comparativement à l'année passée. Tu as Ekman Larsson et tu as Brandon Montour qui sont plus déjà là. La défensive a été pas divisée, mais diluée un peu justement avec la dernière saison morte. Il fallait booster un peu cette position-là. Puis, il ne faut pas oublier, Aaron Ekblad, c'est pas Monsieur Santé dans la Ligue nationale. Non, c'est un gars qui en arrache un petit peu depuis un bout. Puis, Gustav Forsling, à la limite que je l'aime beaucoup, tu ne pourras pas lui donner 30 minutes par match. Tu avais besoin d'un gars qui mange des minutes. Puis, Seth Jones, c'est exactement ça. C'est juste que ce gars-là joue 25 minutes contre les meilleurs trios adverses soir après soir à Chicago. Ouais, non, c'est. Mais c'est ça qui va être le fun, c'est qu'il va jouer maintenant des matchs qui ont de l'importance. Je suis désolé, mais quand il était à Columbus, c'était des Christy de belles équipes à avoir. Bon, vous me direz, il y avait un Artemi Panarin en avant, là, mais man, c'était des. Ouais. C'était des bonnes séries qu'ils nous ont données, là, ces Blue Jackets-là. Là. Surtout le fameux balayage. Là. Oh mon Dieu! Le balayage qui a lancé l'Empire du Mal du Lightning à Tampa Bay. Exactement. Exactement. Puis maintenant, il s'en va en Floride pour régler le tout pour le tout. Incroyable. Puis il a commencé ça, puis il s'en va régler ça. Il s'en va régler le cas du Lightning cette année aussi. Hollywood pourrait pas écrire une meilleure histoire. Même. Non, The Lightning Killer. The Lightning Killer. Anyways, alors on va suivre ça.
On a bien hâte de se rejaser la semaine prochaine pour voir si on avait raison, si on est bien des génies ou sinon si on est des hosties de battes à avoir lancé des prédictions de même. Bien hâte de voir ça. Anyways. À Montréal la semaine prochaine? Ah, man, j'ai déjà hâte. Ça arrive, vous avez un épisode spécial en plein milieu de la semaine. Honnêtement, genre, on sort ça le samedi si pour est à Montréal. Absolument. Anyways, on va passer au basketball de la NBA parce que les deux saisons du basket et du hockey se suivent parallèlement. Puis on suit ça autant que possible. Paul George, OK, qui l'été passé avait signé avec les 76ers dans le but de remporter un championnat. On connaît un peu l'histoire du début de saison de 1001 joueurs blessés, incluant Joel Embiid, qui là maintenant d'ailleurs, ça a été révélé par Shams Charania ou Brian Windhorst que avant chaque match, il recevait des injections à son genou. C'est à quel point on tente vraiment de rescaper ça, le cas Joel Embiid. Paul George, qui est la cible de plusieurs memes depuis plusieurs années, puis tellement pour des raisons différentes. C'est ça l'affaire, c'est que Paul George est un meme qui se renouvelle, mais pour des raisons différentes. Ça peut être du fait qu'il y ait 1 million de shots pour gagner des matchs qui ont été marqués sur lui. Le fait que, là, très récemment, il s'est lancé dans le podcasting, puis on y revient dans 2 petites secondes, mais il y a le fait que la joke sur On se voit à Cancun qui avait lancé ça contre les Trailblazers, puis ils se sont fait démolir. Paul George est un meme qui se réinvente. Puis là, avec les 76ers, ça va vraiment pas bien cette saison. En fait, on va même aller au-delà de ça. Paul George n'avait pas marqué un seul match en haut de 20 points cette saison jusqu'à cette semaine. Alors qu'il annonce qu'il allait prendre une pause du podcasting pour la saison afin de permettre aux 76ers, et là, je ne pèse pas mes mots, je cite, de gagner un championnat. Pas les séries éliminatoires, de gagner un championnat. Il a prévu une longue pause quand même. C'est plusieurs années de pause. Là, mais tu sais, en même temps, est-ce que c'est un peu un désaveu? Tu sais, les joueurs de la NBA qui disent « Ah, mais le podcasting et tout ce que je fais dans les médias, c'est pas une distraction pour moi. » Est-ce que c'est un peu un désaveu de ce côté-là de Paul George qui dit « Ah, peut-être c'était peut-être une petite distraction. » Écoute, ce qu'on peut comprendre de Paul George, de toute sa carrière puis son implication sur les réseaux sociaux et toute autre chose, c'est qu'il est facilement influençable. C'est pas la première fois, justement, qu'il est victime de critiques de la sorte. Puis j'ai parlé de l'affaire de On se voit à Cancun avec les Trailblazers. Puis là, il y a la série qui s'avait choqué contre les Nuggets, puis tout le monde l'appelait Playoff P. Puis il riait de lui avec ça aussi, avec le Thunder, à quel point il n'était pas capable de performer en séries éliminatoires. Ce gars-là, il a supprimé ses réseaux sociaux plus de fois que je puisse le compter. Fait que, est-ce que c'est un des aveux? Je ne sais pas si on considère que c'est Paul George qui parle de ça, puis Paul George qui, comme on l'a vu par le passé, il est très influençable et va répondre aux critiques en se distançant de ses plateformes. Tout le contraire de Kevin Durant, qui, sur Twitter, quand on le critique, lui, il se distancera jamais des médias sociaux. Il va se reprocher, man. C'est incroyable. Non, mais écoute, Paul George, man, c'est sérieusement quelle saison désastreuse pour Philadelphie, pour Paul George aussi. C'est fuck, man. Je veux dire, je savais qu'il c'était difficile pour lui. Difficile. Je sais, il commence à ralentir un petit peu, puis tout, puis c'est quand même normal. Il était à 34. Mi-trentaine, là. Déjà mi-trentaine. Puis là, signe à Philadelphie, tu dis, waouh, il va être le numéro 2 de Joel Embiid, ça va bien aller. Là, il y a Tyrese Maxey aussi, là, comment? Ouais, numéro 2, numéro 3. En tout cas, il allait être 3 ensemble. Là. Puis, tu dis, Joel Embiid est blessé tout le long de la saison. Puis, Paul George, c'est pourri. Tu sais, c'est... Même Philadelphie, j'ai l'impression que... Tout est comme pourri, faut changer ça, là. C'est pourri, j'ai pas d'autre mot. C'est pourri! Tu dis ça à une ville qui a 3 semaines vient de gagner un Super Bowl, mais go off King. Non, c'est parce que là, la grosse critique, c'est que là, le process, là, c'est bien temps que ça finisse, là. Sérieux, man. Surtout si Joel Embiid doit effectivement avoir une opération divine afin de réparer un genou qui, je tiens à vous le dire, un genou, ça ne se répare pas à
une forme que ça avait dans le temps. Là. Ça ne se répare pas magiquement comme ça. Il ne peut pas aller faire le même traitement que Aaron Rodgers et Jonathan Taves sont allés faire quelque part dans le fin fond de l'Inde pour réparer ça. Ça ne se fait pas. Non. Puis les 76ers essaient de trouver n'importe quoi parce que là, c'est vraiment le mode panique parce que Joel Embiid a une saison MVP, potentiellement une la saison dernière aussi, mais son corps est en train de le lâcher en ce moment. Là. Et là, on est à court de réponse pour ça. On s'est débarrassé de Ben Simmons pour se concentrer sur le réel processus qui était Joel Embiid. Mais maintenant, Joel Embiid, si ça continue de même, son corps ne pourra plus suivre le processus. Et on va devoir recommencer ça. Puis on a beau vouloir arrêter ça, passer à autre chose. Je veux dire, Embiid est signé à long terme. Je pense encore 2 ans de contrat. Paul George a 3 ans de contrat à la fin de la saison. Je veux dire, ça finira pas demain matin. Il veut pas, t'es comme pogné avec ça. T'as fait tu t'es commis à ce projet-là d'avoir Embiid puis Paul George ensemble pendant quelques années. Puis, tu sais, Embiid, personne ne remet ça en question. Là, c'était la chose à faire de signer Joel Embiid. Là, mais, tu sais, t'es comme un peu pogné avec Paul George qui, clairement, en arrache. Là, j'espère que sa pause de podcast, ça va l'aider. Sérieusement, imagine expliquer ça à quelqu'un il y a 50 ans. J'espère que la pause de podcast joueur vedette va l'aider à revenir. T'sais, voyons donc, c'est ça. Puis, il a marqué 20 points cette semaine. Puis, wouhou, bravo, 20 points. Fuck, man. Ils sont tellement dans le trouble, Philadelphie. Puis, il y a pas. Tu peux pas juste refaire. Le reset on the fly de Marc Bergevin, tu y auras pas. Là. Tu y arriveras pas. Surtout que moi, je suis en train de me dire, genre, lequel des deux va t'offrir le plus longtemps avec le corps qu'ils ont présentement, Joel Embiid ou Josh Anderson. Oh, man, c'est triste parce que ça se ressemble. Ça ça ressemble beaucoup, là. Tu sais, t'as encore 3 ans avec Josh Anderson, là, ce contrat à Montréal, là. Au moins, tu sais, la stratégie culturelle de l'équipe des Canadiens ne vire pas autour de Josh Anderson au moins. Anderson joue pareil. Hein? Anderson joue pareil. Tous les jetons n'ont pas été placés au centre de la table pour Josh Anderson. Vous me direz, oui, contrat un peu faramineux. Oui. Mais je veux dire, c'est pas lui autour duquel la franchise est bâtie. Là. Non, c'est sûr. Mais moi, ça me fait juste rire ces temps-ci. Tu sais, t'as quasiment à même heure chaque jour, Josh Anderson ne participera pas à l'entraînement pour journée de traitement. Pour vrai, le tweet est quasiment cédulé à tous les jours, même heure. Là. Ah, le pauvre. Un peu comme Underdog NBA que je suis. Puis chaque soir, aux alentours de 17h, là, quand les joueurs commencent à arriver à l'aréna, puis les échauffements, tout ça, c'est là qu'on reçoit 1 milliard de tweets pour tous les joueurs qui vont être blessés, qui sont doutables. En tout cas, un asti de bordel. Mais alors que les 76ers, ça va mal, ça fait vraiment chier de dire ça, mais les Lakers de Los Angeles, au grand minimum, depuis le retour du match des étoiles, probablement la meilleure équipe dans la NBA. Du moins dans l'Ouest. Ça, c'est sûr. Puis c'est fou comment ils sont dangereux. Puis ça, c'est avec un Luka Doncic qui, bon, malgré quelques bonnes performances récemment, généralement, il en arrache un peu à Los Angeles. Yep. Puis cette semaine, ils ont joué contre les Timberwolves. C'était mercredi soir. Non, jeudi soir. J'ai d'ailleurs écouté ce match-là. Un match sur lequel je me suis dit, tant pis, je vais me coucher genre pour loin de la demi parce qu'ils perdaient par genre 20. Finalement, les Timberwolves sont revenus parce que les Timberwolves font ça, mais ils ont quand même perdu. Mais man, les Lakers, c'est. Tu sais, on parlait comme quoi l'échange de Mark Williams, comme qu'on avait besoin d'un pivot, puis l'échange manqué de Mark Williams allait peut-être être un problème parce que là, tu te ramasses avec Jackson Hayes qui se ramasse à jouer des grosses minutes. C'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun problème. Le nombre de lobes qui lui sont envoyés, là. Man, Jackson Hayes, être pivot des Lakers, c'est simple, OK? Reste pas trop loin, là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va te lancer un lob, saute. C'est tout ce que tu as à faire. C'est la seule chose que tu as à faire. Puis assure-toi d'atterrir de la bonne façon pour pas que tes genoux s'éclatent en chemin. Oui, aussi. Ça, c'est dans. Bien évidemment. C'est la description de tâche de tout le monde. Mais tu regardes ça, puis offensivement, on n'a aucun problème à marquer des points, à tirer des fautes parce qu'on a le fameux sifflet des Lakers. Mais tu sais, défensivement aussi, on réussit à tirer notre épingle de jeu qui. C'est quand même assez particulier quand tu regardes l'alignement partant qui n'est pas exactement. Défensivement, il y avait des doutes aussi à ce niveau-là. Luka Doncic n'est pas un grand joueur défensif. LeBron James a 657 ans. À quel point il peut vraiment être encore aussi bon que ça défensivement? Austin Reeves,
c'est pas... On parle pas d'une équipe qui est excellente défensivement sur papier, mais qui réussit à tirer son épingle du jeu quand même, puis qui donne certaines difficultés aux autres équipes. Mais c'est surtout qu'on... Tu regardes ça, juste d'avoir Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves, puis cette équipe-là peut marquer 140 points en claquant des doigts. Oui, en claquant, quelqu'un ne sortait pas. Tu marques 140 points en claquant des doigts, puis c'est démoralisant d'affronter ça, là, parce que tu sais que ça s'en vient, puis tu sais que les arbitres vont siffler aussi. Ouais, je l'ai encore un peu mauvaise cette game-là de jeudi. Non, mais c'est parce que ce qui fait chier dans ça, c'est que tu sais, t'as beau essayer de défendre contre LeBron James, puis que ce soit pour qu'il marque des points, ça a été ça l'affaire toute sa carrière. Il va juste arriver comme un train jusqu'au panier, puis il va réussir à marquer, puis au pire, il se fait fauter de manière légitime, vous me direz maintenant. Puis ce qui fait chier en plus, c'est le petit sneaky 22-23 points que Austin Reeves va faire, puis tous les cauchemars qu'il va donner en défensive. Malgré tout ça, j'ai dit ça il y a quelques semaines aussi, quand l'échange de Luka Doncic est arrivé. Sans dire que je suis trop inquiet, en ce moment, les Lakers sont quand même extrêmement épeurants. C'est le facteur longévité, puis surtout, comment est-ce que LeBron James va endurer toutes ces minutes-là en séries éliminatoires. C'est mon gros questionnement. On va voir comment J.J. Redick a l'intention de faire jouer tout ça. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il a fait une assez bonne job cette semaine quand les Lakers ont joué contre les Nuggets, ils ont somewhat ralenti Nikola Jokic, quand même dans un match où il a marqué, mettons, juste 15 points, mais il a quand même terminé avec 12 passes et 10 rebonds, à quel point c'est considéré comme ralentir Jokic. Oh ouais. C'est juste fou que les séries éliminatoires s'en viennent, puis man, on risque de revoir un autre affrontement Lakers-Nuggets, mais là, je pense que les Lakers, du moins dans leur forme actuelle, ils vont commencer à coter un peu, mais ça, c'est à voir qu'est-ce qui va arriver avec Austin Reeves, qui là s'est blessé, ne va pas jouer contre les Clippers en ce dimanche soir, puis il va être évalué quotidiennement, mais il n'y a pas de blessure sérieuse dans son cas. Mais t'es même pas prêt à ce que Russell Westbrook marque un buzzer beater pour éliminer les Lakers. T'es même pas prêt à ce qui va arriver sur les réseaux sociaux quand ça va arriver. Sérieux? T'es même pas prêt à ce qui va arriver cette journée-là. Ils vont fermer des écoles, même. Ça va tellement être une journée historique, ils vont fermer des écoles cette journée-là. Ça n'aura pas de bon sens. Parce qu'ici, c'était pas foutu de fermer les écoles après une fucking grosse tempête qu'on a eue la semaine dernière. Là, encore sur le cœur. Ouais, non, mais ça va être incroyable. Mais déjà, si les séries commençaient aujourd'hui, les Lakers et les Clippers s'affronteraient au premier tour. Ah, man. Finalement, l'affrontement Los Angeles qu'on voulait tellement avoir en finale de conférence depuis que Kawhi Leonard et Paul George ont signé avec les Clippers, finalement, ça va arriver en première ronde, cet affrontement-là, toi, mesdames et messieurs. En 2000, in the Big 25, en ouais, plus. alors que Paul George n'est plus là. Ouais, mais attends, on parle on parlait tantôt au hockey, le cluster d'équipes dans l'Est, là. La NBA dans l'Ouest, t'as la même chose. T'as comme 5 équipes qui sont pognées là, puis une chance que les Suns ont décidé d'abandonner. Là. De 6 à 10, là, t'es pas mal dans le bout que les Timberwolves sont 10e, ou en tout cas, je pense que les Mavericks sont rendus là. Position 6 à 10, c'est littéralement une victoire qui sépare tout ça. Fait que, oui, ce serait ça aujourd'hui, là, mais ça pourrait être 5 équipes différentes. Attends, c'est pas compliqué. Ça n'a pas de sens. C'est pas compliqué. Dans l'Ouest, t'as OKC qui est genre au-dessus de tout le monde, qui est tout seul. Loin au-dessus de tout le monde. Ils sont 10 games en avant de la deuxième. Denver, Lakers, les Grizzlies, puis les Rockets de Houston, les positions 2 à 5, c'est un match et demi de différence. Après ça, tu as les Clippers, Golden State, Sacramento, Minnesota, Mavericks, qui est comme la position 6 à 10, un match de différence. C'est des pelotons de cyclistes autour de la France. Puis, pendant ce temps-là, le Thunder qui est 10 matchs en avant des Nuggets, ce qui veut dire que, honnêtement, dans 2 semaines, s'il y a toujours comme une avance de 10 matchs de la sorte, là, Thunder pourrait déjà réclamer la première place dans l'Ouest. Et pourtant, ils ont de la misère à battre les Timberwolves parce qu'ils ont gagné genre 3 fois en une semaine. D'ailleurs, c'est très fucké. Pas 3 fois en une semaine. Puis ils ont juste gagné un seul de ces matchs-là. Dont une monstrueuse décrépitude à un moment donné au 4e quart. On a accordé 18 points sans réplique. C'est drôle de voir des fois ces équipes-là qui sont comme intouchables en haut, là, puis arrivent, ils sont pas capables de battre une équipe qui est
sur papier bien moins bonne qu'eux, là. Le plus drôle dans cette game-là, c'est qu'Anthony Edwards était de loin le pire joueur pour les Timberwolves. Oh man, il s'est fait bencher au 4e quart. Il s'est fait bencher. Puis attends, pas juste ça, puis il s'est fait expulser dans le match contre les Lakers aujourd'hui. Puis les Wolves ont quand même réussi à tenir ça à 3 points alors qu'ils perdaient genre par 20 points et plus à demi. Puis Nasri était pourri, puis ils n'ont pas Rudy Gobert, ils n'ont pas Julius Randle, puis le DiVincenzo venait de revenir. Puis on parlait des Lakers, puis je vais revenir un petit peu aussi à ça parce que ça me fait penser. La raison qui fait en sorte que les Lakers offensivement sont aussi bons, c'est que ça te prend tellement une composition d'équipe particulière pour défendre ça parce que déjà, Luka va te causer un problème de match-up n'importe quand. Ça te prend un défenseur de périmètre qui est assez incroyable, mais qui est capable de suivre aussi quand il va driver le panier. Ce qui était Kawhi Leonard essentiellement à son apogée. C'est ça, puisque tu en as quand même quelques-uns des gars comme ça qui peuvent le ralentir, mais tu sais, tellement talentueux à quel point tu vas le ralentir. Ça te prend aussi un gars extrêmement physique qui est capable de bouger pour être capable de garder LeBron. Ça, il n'y en a pas mille non plus. Fait que tu sais, d'avoir ces deux types-là, plus d'avoir un gars qui est capable de défendre le 3 points d'Austin Reeves. C'est sérieux, ça te prend 3 profils quand même assez différents. Parce que c'est pas le même style de joueur pour défendre Luka qui est aussi très physique qu'Austin Reeves, qui est beaucoup moins physique, mais qui est un sharpshooter, un tireur d'élite. C'est vraiment, vraiment compliqué de défendre tout ça, contrairement à d'autres équipes que, sans dire que c'est redondant un peu les gars qu'on a, ben, c'est souvent, on a comme une philosophie d'équipe, puis on a beaucoup de gars qui vont cadrer là-dedans. Les Lakers, c'est athlétiquement, physiquement, on a des gars qui sont assez particuliers, puis qui compliquent la tâche vraiment, de façon assez intense. Fait il y a ça aussi qui rend ça très, très compliqué de jouer contre les Lakers. Je pense que la grosse affaire, en fait, de qui peut les arrêter, c'est pas le choix de regarder quand même, puis c'est ironique parce qu'ils ont perdu aussi contre eux dernièrement, mais c'est le Thunder qui a de loin la meilleure formation en défensive, puis ça va juste... Pour Thunder, on va avoir besoin, en fait, sans nécessairement parler de match-up. On s'entend que Luguentz Dort va en avoir assez sur le dos en essayant de couvrir soit LeBron James, soit Luka Doncic, clairement. Mais ça va être aussi de retrouver Chet Holmgren aussi en bonne santé pour garder le panier, parce que sinon, ça va être un petit peu cauchemardesque. Mais défensivement, t'es presque pas mieux d'avoir Isaiah Hartenstein. Probablement, honnêtement. C'est ça qui est... Ça dépend. Ça va être la job pour Mark Daigneault là, à trouver, là, mais man, ça doit être une espèce de cauchemar de manier cette formation-là pour essayer de couvrir les Lakers, mais en même temps, tu veux tes joueurs qui vont aller marquer des points, tu veux tes joueurs qui vont aller donner de l'offensive, mais en même temps, Chet Holmgren, qui est comme la grosseur d'un cure-dent, tu dois essayer de couvrir physiquement LeBron James, man, reste dans le clé, puis fais juste tenir tes bras dans les airs, puis that's it. C'est ça qui est talent des Lakers. C'est exactement ça qui est talent des autres. C'est qu'ils vont avoir le sifflet pour ça. Oui, il y a aussi ça, mais c'est juste le casse-tête qu'ils présentent au niveau des match-ups, c'est vraiment, vraiment particulier. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont aussi bons en ces temps-ci. Je veux dire, JJ Redick ça prend un excellent coach aussi, puis JJ Redick est un très, très, très bon coach. Réussit à placer tout le monde dans la bonne chaise et tout pour bien faire paraître tout le monde. Mais c'est sûr que quand tu pars avec Luka et LeBron, ça va bien aussi, mais sort le meilleur. Hey, j'ai vu Jordan Goodwin. Sérieusement, je connaissais même pas Jordan Goodwin. Puis ce gars-là joue avec un masque. En partant, quand je te connais pas, pourquoi tu as un masque? C'est déjà qu'il est un peu psycho. Là. Ouais, mais pourquoi tu joues avec un masque? Je veux dire, arrête, là. Oui, ok, t'es blessé, ok, laisse-moi tranquille. Bravo à JJ Redick de sortir le meilleur de ces gars-là. Puis mais c'est tellement difficile de jouer contre cette équipe-là parce que c'est difficile de les défendre à cause que physiquement, c'est une équipe qui est très particulière quand même. Non, définitivement. Pour finir, côté NBA, on a trouvé quand même notre raisin de la semaine, Pop, dans un match entre les Celtics de Boston et les Cavaliers de Cleveland, les deux meilleures équipes dans l'Est, d'ailleurs. Et c'est même pas proche de penser à faire un débat là-dessus. Là. Les Wizards de Washington? Oui, Chris Middleton. Ouais, on peut pas manquer de respect aux Wizards. My guy est tellement washed. Anyways. Un premier quart, honnêtement, assez désastreux pour les Cavaliers qui perdaient à un certain point, je pense que c'était 27-3. Et Jason Tatum, après avoir marqué un tir à 3 points, fait juste saluer les Cavaliers comme pour le vrai. C'était le fun. On se revoit dans 2 semaines pour notre prochain affrontement. On se revoit en finale de conférence, peu importe. Mais d'ici là, salut, bye. On vous laisse là-dessus.
Et finalement, les boys, les Cavaliers qui l'ont emporté. Man, ça va être bon. C'est les Cavaliers qui sont pour de vrai, qui sont capables d'avoir ces performances-là, de remonter puis d'aller chercher ces victoires-là. Mon Dieu, que c'est rafraîchissant à voir. Puis c'est même pas autant la faute de JB Bickerstaff que ça, parce que mon gars est allé à Détroit, puis they're looking good en ce moment aussi. Puis moi, je suis en train de Moi, pour vrai, cette équipe des Cavs m'a vendu rêve en ce moment. Pour vrai. Je suis en train de me demander si c'est la meilleure. Depuis que LeBron est arrivé dans l'NBA, est-ce que c'est la meilleure édition des Cavs qu'on a eue depuis? Même les éditions de. C'est fou, considérant qu'ils ont gagné un championnat, mais je pense que ça en dit tellement long à quel point LeBron était dominant aussi. Tout le temps que LeBron était revenu à Cleveland. Avec Kyrie, Kevin Love. 15, 16, 17, 18, les 4 années qui étaient à Cleveland, à chaque année, on se dit, ouais, ils vont aller en finale. 2018, on était peut-être un peu moins certain, mais pour le restant des années, on se dit, clairement, ils iront en finale. On n'a peut-être pas ce même ressentiment avec les Cavaliers de dire définitivement, ils iront en finale, mais juste sur le point saison régulière, je pense que ça amène de quoi de pas pire. Mais le peu dans tout ça, c'est, on rit de Jason Tatum et tout ça, mais le gars, quand même, finit genre avec 46 points pareil dans Jason Tatum a connu une bonne fin de février. Là. 46 points, 16 rebonds, 9 passes sur 37 lancés. Bon, OK, je vois déjà Félix un peu s'exciter pour dire que Jason Tatum est juste le gars qui va le il s'est fait bloquer sur le dernier tir qui aurait pu ramener les Celtics dans le match. Voilà, on l'a. Mais c'est rough quand même quand t'as dit bye-bye à tout le monde au premier quart. Non, c'est sûr. C'est rough. À la défense de Jason Tatum, je pense qu'il y a Jalen Brown aussi qui l'a fait. Je pense. Je pense que Jalen Brown aussi. Mais ça se peut. Mais avec Brown l'a fait aussi, je vais rire de Brown aussi. Mais NBA Twitter, quand j'ai vu ça passer, j'en fais oh man, ils vont avoir un field day là-dessus sur Jason Tatum. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Puis pour finir, on est rendu avec une nouvelle fête nationale au basketball. Le 27 février est dorénavant connu comme étant la journée Stephen Curry. C'est pas encore officiel, mais les partisans de la NBA aux quatre coins de la planète ont décidé que ça allait être. La raison pourquoi? 27 février, cette semaine, Stephen Curry, dans un match contre le Magic d'Orlando, donne 56 points avec 12 tirs à 3 points qu'il a réussi à rentrer. La raison pourquoi, c'est que c'est une troisième performance quand même historique pour Curry qui, en 2013, avait atteint ce qui était son sommet en carrière au Madison Square Garden en marquant 54 points sur 11 tirs à 3 points de réussi. 3 ans plus tard, en 2016, donc cette fameuse année de 73 victoires des Warriors, Stephen Curry avait marqué 46 points dans un match contre le Thunder d'Oklahoma City qui, dans le temps, c'était encore Russell Westbrook et Kevin Durant. Mais c'était aussi ce fameux tir de la victoire de Stephen Curry juste après avoir traversé la moitié du terrain pour le match. Est-ce qu'il y a un timeout qu'ils ont décidé de ne pas utiliser par hasard? Le double bang de Mike Breen. Un des plus grands calls de l'histoire de la NBA. Puis ça a juste mis sur la table que les Warriors vont être là. Ils seront là encore pour plusieurs années. Puis ils sont allés remporter 3 autres championnats depuis. Le fameux championnat 2022 qui est sorti un petit peu de nulle part. Puis justement, cette dernière performance de 56 points. Fait que au grand plaisir de tous, on a maintenant une nouvelle fête nationale. Wouhou! Let's go. Mais là, les gens qui si vous écoutez ce balado sur YouTube, vous voyez Félix depuis le début de l'émission, puis vous dites pourquoi est-ce qu'il porte un chandail des Rams de Los Angeles? La NFL, c'est terminé, c'est fini, là. Puis les Rams ont certainement pas gagné le Super Bowl. Mais les fans des Rams, par contre, vont se réjouir. Pukanakwa, d'ailleurs, se réjouit beaucoup aussi de cette nouvelle-là. On va y revenir dans 2 petites secondes. Mais après plusieurs rumeurs de possibles transactions ou juste de s'en aller ailleurs, Matthew Stafford va rester avec les Rams de Los Angeles pour tenter d'aller gagner un autre Super Bowl. Probablement pas ça avec Cooper Kupp, par contre, cette fois-ci, là. Mais au-delà de ça, quand même, avec un sacré bon groupe de receveurs. Puis, Pukanakwa, j'ai dit à quel point il s'est réjoui de la nouvelle. Les gars, ça a tellement fait son affaire, cette nouvelle-là, qu'il a pris une vidéo,
il a posé son téléphone et il a fait un T-pose en public. Cet humain n'a aucun défaut. J'aimerais ça être dans sa tête des fois. Ben, il se passe des affaires là-dedans qui me fascinent. Mais écoute, revenir un peu à Matthew Stafford. Man, les Rams avaient besoin de ça. Je veux dire, oui, on avait des plans B. On avait ramené Jimmy Garoppolo pour être le partant cette fois-là. Il a été numéro 2 l'année passée. Peut-être aller chercher un Sam Darnold, ça avait été évoqué. Même le nom d'Aaron Rodgers avait circulé. Rodgers qui avait peut-être de l'intérêt pour aller là. Mais man, je veux dire, Matthew Stafford, c'est le gars qui a gagné le Super Bowl avec l'équipe en 2021. En 2022, mais pour la saison 2021. C'est le gars qui a dont l'arrivée a tout changé. C'est la fameuse grosse transaction. On a payé tellement cher pour lui, puis il a ramené un Super Bowl. Puis c'est un gars qui, même s'il est vieillissant, est un carrière top 10. J'ai presque envie de dire borderline top 5, mais je vais me retenir. Assurément top 10. Man, c'est tellement cool pour les Rams. Puis ça a vraiment été compliqué à un moment donné. Je pense que c'était pas... Il y a eu un jeu de médias aussi, je pense qu'on a essayé comme de tirer la couverte, jouer de ce bluff-là un peu chez Stafford pour essayer peut-être d'aller chercher plus d'argent, mais je pense que quand même, il y a eu un petit moment où c'était vraiment pas sûr qu'elle allait revenir. Là. Les Giants, les Raiders étaient là beaucoup, mais finalement, je pense que Stafford préférait rester avec les Rams, puis là, aurait accepté moins d'argent pour rester là, finalement. Il est tellement proche de Sean McVay, les deux sont tellement connectés et tout, puis man, honnêtement, ça aurait été pas beau de le voir dans un autre uniforme. C'est cool qu'il reste là, puis ses autres options, c'était genre les Raiders puis les Giants, puis je comprends qu'il voulait peut-être avoir un gros contrat et tout pour finir sa carrière, mais à son âge, va chercher un autre Super Bowl dans un environnement que tu connais avec ta famille au lieu de le déménager. Puis je suis vraiment content qu'ils soient revenus. Je trouve que c'est une super belle nouvelle pour les Rams qui, genre, 20 minutes après, ont décidé de signer un de leurs joueurs autonomes qui était sur le bord de partir. Parce que quand tu sais c'est qui ton carrière, ça t'aide à prendre ces décisions-là. Ça aide beaucoup. J'ai envie de vous poser la question. On n'était pas trop sûr justement si Matthew Stafford allait rester. Puis oui, c'est le général de cette attaque-là, mais selon vous, est-ce que aussi le fait que les bases de cette défensive-là est tellement bonne pour le futur que ça lui a donné envie de rester? Ah, mais écoute, les Rams en santé, c'est une équipe qui peut gagner une division année après année. Tu sais, il y a eu un an de c'est pas juste parce que l'Ouest de la nationale est un peu douteuse, là, mais... très certainement douteuse. Puis, tu vois, du côté de San Francisco, on reviendra un peu dans quelques minutes, mais San Francisco commence à vider le stock pour essayer d'aller chercher d'aller payer Brock Purdy. À Seattle, c'est quand même correct. On se tient quand même pas pire. Puis à Arizona, on n'est pas encore prêt pour prendre le step supérieur. Donc, LA peut gagner cette division-là l'année prochaine facilement. Moi, je pense que du côté de Matthew Stafford, on a dit « Hey, tout est encore possible pour gagner un autre championnat. » Et moi, ce qui était le fun, c'est que toute la NFL attendait cette décision-là parce que Matthew Stafford, c'était le premier domino à tomber pour que tout le reste tombe. Et je fais juste un petit shout-out à la fameuse petite narrative médiatique genre Tom Brady a amené Matthew Stafford skier avec lui pour tenter de le signer avec les Raiders. J'en fait, tu vois. Ouais. Mais également, puis tu parlais un peu de cette fondation-là des défensives des Rams. Oui, mais je pense que j'irais plus loin. Ça fait 2 années que les Rams ont des repêchages qui sont incroyables. On ramasse des gars qui, au jour 1, sont immédiatement des gars qui contribuent. Juste la ligne défensive, c'est le meilleur exemple de ça, OK? Sur la ligne défensive, tu as Jared Verse et Braden Fisk, qui sont 2 gars qui ont été repêchés au dernier deux repêchage. Des 3 meilleurs espoirs qui existent. 2 des 3 nominés au titre de recrue défensive par excellence, là. Absolument. Puis l'année d'avant, tu as repêché Kobe Turner puis Byron Young, qui sont tes 2 autres partants. Ta ligne défensive, qui est excellente, a été revampée au complet après avoir perdu Aaron Donald. Puis après ça, tu n'as même pas encore nommé Puka Nacua. Oui, c'est ça. Oui, puis tu as tout ça. Puis Jordan Whittington, j'en parlais au début de l'année. Je pense que on l'a un petit peu moins vu cette année, mais surtout si Cobb s'en va, puis DeMarcus Robinson s'en va peut-être, joueur autonome. Ça ouvre des places. Je pense que d'autres gars vont commencer à contribuer. Bourlemer, le centre partant. On ramasse des gars qui contribuent immédiatement. Puis, là, on a encore plusieurs choix au repêchage chez les Rams cette année. On n'a pas échangé notre choix de première ronde encore.
ça fait des années que Sean McVay veut juste repêcher un nouvel allié rapproché. Il voulait Brock Bowers, puis il l'a pas eu finalement. Imagine, tu vas en chercher un autre solide maintenant. Stafford va arriver, il va avoir Puka, il va avoir Jordan Whittington, il va avoir possiblement un allié rapproché, un jeune allié rapproché, puis peut-être aller chercher un receveur, je pense à T. Higgins ou quoi que ce soit. Peut-être pas T. Higgins, là, mais un receveur comme ça. Si tu es capable de revamper ce groupe-là pour les Rams, tu as déjà une bonne base, mais avec Stafford qui vient et qui n'a pas demandé un énorme contrat, c'est quand même un bon montant, mais tu as de la place pour aller revamper ici, ce qui est en jeu, là. Ici, ce qui est en jeu, clairement. Puis, tu te dis, man, il y a quelque chose qui est là. C'est une équipe qui, il faut le rappeler à tout le monde, là, dans des conditions météorologiques épouvantables et en retard de 14 points avec 3 minutes à faire, sont passés à peut-être 2-3 jeux de battre les Eagles, les champions du Super Bowl. Cette équipe-là va non seulement devrait gagner cette division à moins d'une catastrophe, ben je m'excuse, mais cette équipe-là est une réelle équipe aspirante au Super Bowl. On l'a démontré cette année. On va être, selon moi, possiblement meilleur l'année prochaine avec les jeunes qui vont continuer de pousser. On ne perd pas beaucoup de joueurs chez les Rams, surtout avec Stafford qui revient. C'était vraiment la grande question. Stafford est de retour, fait que je pense que les Rams ne durent pas. J'ai pas envie que ça va être les favoris, mais ça va quand même être dans les favoris. Mais dans sa configuration actuelle là, du repêchage, pas du repêchage, pardon, mais de la nationale, voyez-vous les Rams parmi les 3 meilleures équipes de la nationale? Bon, les Eagles sont là. Les Lions. Ouais. Est-ce que cette 3e équipe, c'est les Rams ou est-ce que... 3 ou 4. Moi, je descends pas en bas de 4. Ouais, parce que à moins que J.J. McCarthy décide d'être le gars que tout le monde pense qu'il va être au Minnesota. Mais c'est pour ça, on regarde dans la composition actuelle. Ce qui veut dire que Minnesota, on ne sait pas. Il y a un gros point d'interrogation avec Minnesota encore pour l'instant. Green Bay ne sont pas encore là. Pour l'instant, je mets au maximum 4e. Oui, je pense que c'est. Puis moi, je les mets 3e. Puis je suis même prêt à considérer qu'ils sont avec les Lions. Je suis quasiment rendu là. Sur papier, peut-être pas aussi talentueux, mais man, cette organisation-là roule tellement bien. Là. Je veux dire, on repêche bien. Puis Sean McVay, c'est pas le meilleur coach de la NFL. Il est vraiment pas loin, man. Puis je l'ai dit sur ce show-là, j'adore Kevin O'Connell. Puis Dan Campbell, super bon coach. Beaucoup de respect pour lui. Puis tu sais, les Eagles, on a tellement de talent sur le roster, mais les Rams ont une vision, puis ça fonctionne, man. C'est pas pour rien, ça fait 2 années de suite. On est 2-4, 1-4. On fait une série, puis on réussit à être un problème dans les séries. Bon, l'année passée, on n'avait pas gagné, mais on avait donné de la misère aux Lions. Puis là, cette année, on va gagner. On torche les Vikings. On les torche, les Vikings. Puis on arrive, puis les Eagles, on passe vraiment proche. Man, je m'excuse, mais cette équipe-là est trop bonne pour être ignorée. Alors qu'on est dans la grosse théorie de Aaron Rodgers du Who Wants Me, puis personne répond oui, c'est 100% des réponses de non, mais il y a quand même des noms qui circulent. Il y a quand même un gros nom qui a été changé cette semaine, puis on parlait du top 3, peut-être top 4 de la nationale, une équipe que là, je pense qu'on peut commencer à rentrer dans cette discussion-là. Ce sont les Commanders parce que clairement, je ne crois pas que l'année dernière, c'était un flouk. On a vu que des bonnes affaires, bonne organisation pour une fois. Et puis là, on est allé chercher du renfort à l'attaque, donner une arme supplémentaire à Jayden Daniels en Deebo Samuel qui quitte les 49ers de San Francisco en retour d'un choix de 5e tour. On savait que Deebo était plus content à San Francisco. Il n'aimait pas comment il était utilisé. Puis ça, c'est malgré le fait que Christian McCaffrey a été blessé pour la quasi-totalité de la saison dernière. Avant qu'on s'attaque à ce que ça veut dire aux Commanders, est-ce qu'on est rendu au début de la fin pour les 49ers, les gars? Man, ça va dépendre de Brock Purdy. Sérieusement, parce que là, si on échange des bourses parce qu'on est prêt à donner de l'argent à Brock Purdy, je pense que c'est aussi simple que ça, puis ça va être un énorme contrat. Tu sais, là, ça fait quelques années qu'il est sur moins d'1 million par année, ou en tout cas pas loin d'1 million par année. Tu sais, c'est plus facile dans cette chaise-là d'être un peu plus en retrait, de pas d'avoir un point de pression, mais là, il va être payé comme l'un des meilleurs carrières de la NFL et il va devoir répondre. C'est aussi simple que ça. L'avenir des 49ers, c'est facile à dire que ça dépend du carrière, mais eux autres, c'est exactement ça. Puis je pense qu'échanger Deebo, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où l'année passée, t'es comme un peu sorti de l'attaque, même avec Brandon Ayuk qui était blessé.
on voyait beaucoup moins Debo, un rôle beaucoup plus effacé. Puis tu sais, c'est pas la première fois qu'il était un peu mécontent de son rôle et tout. Tu sais, je pense qu'il fallait tourner la page là-dessus. Mais là, il va falloir que Brock Purdy trouve le moyen de produire, puis il n'y aura pas Debo pour le faire. Il va y avoir un Brandon Ayuk qui revient d'une chirurgie au genou et qui, d'ailleurs, est aussi dans les rumeurs de transaction en ce moment. Brandon Ayuk pourrait aussi partir. Ça va être un gros défi pour Brock Purdy. Très, très gros défi. Je regarde ça vite de même, puis je pense que les 49ers, s'ils vont de l'avant avec Brock Purdy, je ne serais même pas surpris qu'ils demandent à Brock Purdy ce que Josh Allen a fait avec les Bills cette année. Oui. Il y aurait quand même... C'est à peu près la même charge de travail que tu demandes dans ton carrière. Surtout si Brandon Ayuk s'en va ailleurs et que Christian McCaffrey est absolument pas capable de rester en santé, ce qui est très viable comme décision. Ouais, absolument. C'est loin d'être impossible. C'est loin d'être impossible. Fait que d'après moi, on met tous les pions. Et on espère peut-être trouver des talents dans des positions de talent comme receveur ou peut-être même tight end parce que George Kittle aussi, c'est pas toujours facile niveau santé de ce côté-là. Mais clairement, on est sur la pente descendante du côté de San Francisco. La fenêtre se ferme. L'année passée, OK, on peut mettre la faute sur un peu de blessure et tout ça. Mais même à ça, je pense que, tu sais, on est en train de se rendre compte qu'on ne pourra pas aller de l'avant. Je pense qu'on a vraiment atteint notre pic quand on a perdu au Super Bowl contre les Chiefs. Pas le Super Bowl qu'on vient de faire, l'autre d'avant. Mais là, puis c'est drôle, on peut quasiment dire la même affaire des Rams en ce moment. Est-ce qu'ils vont rester en santé? Ouais. C'est la grosse affaire à voir, mais surtout, je pense que l'argument qu'on peut apporter, la pente descendante des 49ers, c'est que justement, le meilleur joueur offensif de l'équipe, Christian McCaffrey, il a une blessure en début de saison. Mais Félix, c'est quoi la blessure qu'il a subie contre les Bills? C'est son genou, right? C'était quoi déjà? Fuck, c'était quoi? Talon d'Achille? Oui, t'as raison. Il y avait eu ça au début de l'année, puis il s'est aggravé, t'as raison. Qui est parmi... Puis il est même probablement top 3. Probablement top 3 des pires blessures que tu peux avoir. Il est même allé en Allemagne pour se faire traiter. Ça, là, t'en parleras au partisans des Maple Leafs de Toronto. C'est du stress. C'est du stress pour les partisans. Mais non, c'est ça. Fait qu'on va voir les 49ers. C'est sûr qu'il y a ça qui est inquiétant, mais ça va vraiment prendre beaucoup de Purdy. Je sais, je me répète, mais ça va. Il va falloir qu'il élève cette équipe-là maintenant. Ça va être à lui de faire ça. Je sais pas s'il va être capable de le faire. J'ai hâte de voir. Il va devoir carry. Ouais. Absolument. Fait que félicitations aux Seahawks de Seattle pour votre titre de division l'année prochaine. Non! Complètement genre. Tellement, on a jinxé les Rams comme étant une des 3 meilleures équipes de la nationale. Puis finalement, félicitations pour votre titre de division dans l'ouest de la nationale l'année prochaine. Exact. Finalement, pour ce qui est des Commanders, honnêtement, on fait juste poursuivre sur ce qu'on a. Tellement une belle formation jeune. Je pense que le seul truc qu'ils doivent régler un petit peu, c'est en défensive. Puis, man, ça fait mal de dire ça parce que c'est un joueur de chez nous, mais à chaque fois que je vois des jeux qui se donnent contre Benjamin Saint-Just, les fans des Commanders sont à sa gorge. À chaque fois que puis encore une fois, c'est peut-être juste l'écosystème de réseaux sociaux, mais à chaque fois que je vois ça, que je vois Benjamin Saint-Just être récipiendaire d'un gros jeu, les fans des Commanders sont à sa gorge. Ils ne sont plus capables de lui. Puis, tu dis, est-ce que c'est quelque chose à changer? Man, je veux juste voir nos Québécois réussir, man. Calisse. Mais moi, les Commanders, depuis la transaction, moi, j'attends juste les bandwagoners qui vont dire, puis qui mettent déjà les Commanders Super Bowl contender l'année prochaine. Puis... Les Commanders de 2025 sont les Texans de 2024. C'est exactement le même scénario. Une équipe avec un jeune carrière recrue qui a connu une sacrée dog saison recrue. My God. Dit, le potentiel est illimité puis tout ça. Finalement, tu te rends compte, Tu fais même un échange pour un receveur problématique pendant la saison morte. Protéger les genoux à Debo, j'ai peur pour lui vers la semaine 8 de la saison prochaine. Fait que, moi, je vois beaucoup de parallèles entre les Commanders de 2025 et les Texans de 2024. Puis encore plus le fait qu'on n'a pas réglé notre faiblesse. On a juste décidé de gamble encore plus. Sais-tu quoi? On va inscrire plus de points que l'adversaire
peu importe ce que notre défense aérienne va tenter de faire, qu'il ne sera pas capable d'arrêter un ballon de plage, on va marquer plus de points que l'adversaire. Ça, c'est tellement ma stratégie préférée. Juste, mais c'est l'essentiel du sport. C'est juste de marquer plus de points que l'autre équipe. Ouais, mais tu sais, je suis d'accord avec toi que la faiblesse, c'est en défensive, niveau surtout de la défense par la passe, qui est assez horrible. Mais tu sais, oui, Terry McLaurin, c'est bien, mais il manque d'armes offensives à Washington. Je veux dire, il manquait de profondeur. Il manquait de profondeur, ça, c'est sûr. Pourquoi en 2024, je regarde Zach Ertz attraper 10 ballons par match? Ça marche pas. Là. Ah, c'était le fun. Oh, c'était le fun à voir, par contre. Mais tu sais, puis je l'ai dit sur ce show-là, je suis pas le plus gros fan de Deebo Samuel, mais honnêtement, Washington, c'est vraiment un bon endroit pour lui, je trouve, dans le sens où on n'a pas d'arme offensive, puis Deebo, je trouve que c'est pas un excellent receveur, mais c'est une très bonne arme offensive. C'est le genre de gars que tu peux utiliser comme un joueur gadget beaucoup, puis même Cliff Kingsbury doit être content en ce moment, parce que lui, il va pouvoir passer une saison morte au complet à imaginer des jeux où est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser. Il va avoir la version améliorée de ce qu'il y avait en Curtis Samuel ou quoi que ce soit. Ben, sérieusement, Deebo Samuel est peut-être le meilleur porteur de ballon des Commanders en ce moment. Puis quand même le receveur numéro 2 de cette équipe-là. Je trouve que ça démontre bien à quel point il manque d'armes offensives dans cette équipe-là. Puis j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Mais il y a toujours le fait que ce gars-là, en carrière, a une seule saison avec plus que 1000 verges par la passe. Une seule. Puis ça, c'est pas particulièrement ça. Puis dans une équipe où il partageait le ballon, je pense pas qu'il va faire encore 1000 verges quand tu as un Terry McLaurin qui est encore arguably peut-être le visage de ta franchise pour le moment, jusqu'à la prochaine saison, parce que Jayden Daniels va même si tu pourrais me dire qu'il l'a déjà pris. Mais en même temps, ça fait en sorte que Terry McLaurin, tu n'auras plus besoin, tu ne pourras plus le double couvrir puis espérer t'en sortir si tu es un adversaire. Tu vas être obligé de mettre tes forces ailleurs. Puis tu as Brian Thomas Brian Robinson, excuse, qui tu peux établir le jeu au sol avec, aller chercher quelques verges. Puis tu peux avoir une attaque couteau suisse dans cette division qui a quand même les Eagles dedans. Voilà. Ça va être le fun à voir. Finalement, on va se transporter un petit peu avec la balle parce que là, le baseball fait beaucoup parler cette semaine. Là, et sujet du jour, ce ne sera pas pas mal des têtes dirigeantes de la Ligue qui prévoient le lockout qui s'en vient après l'année prochaine. Mais Pete Rose qui fait jaser les boys. Pete Rose qui a vu sa suspension être levé? En fait, non. Du moins, pardon. Oui, c'est ça. On commence à penser à ça. Je m'avance un peu trop, mais oui, on commence peut-être à accepter le fait que la suspension de Pete Rose pourrait être levée. Puis, man, je lisais ça, puis je suis comme, pourquoi t'en dis qu'il soit mort? C'est pour... Ben en fait, le timing est très étonnamment, coïncide vraiment beaucoup bizarrement avec les propos du président américain qui dit qu'il va donner le pardon à Pete Rose pour tout ce qu'il a fait au niveau de ses paris sportifs. Étonnamment, le lendemain, on commence à dire « tu sais quoi, peut-être que la suspension qu'on lui a donnée, peut-être qu'il ferait regarder. » Il va juste one-up le président. Ah, man, puis, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que, tu sais, oui, c'est pas correct, le gambling, surtout pour les athlètes, puis tout, mais, surtout que ça a été tellement démontré qu'il a juste parié pour son équipe. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça un peu excessif, puis je comprends qu'on voulait envoyer un message, puis, mais, je sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment excessif comme suspension, comme sentence, plus qu'autre chose. Tu sais, de là à retourner là-dedans encore, surtout après son décès, à quel point c'est vraiment nécessaire. Je sais pas. Je pense que ceux qui voulaient le considéraient déjà pas mal. Puis, mettons qu'on rentre au temple de la renommée demain matin. Je veux dire, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Je veux dire, on sait toutes c'est qui Pete Rose. Puis honnêtement, ce scandale-là fait peut-être en sorte qu'on se souvient plus de lui qu'un gars au temple de la renommée fuck all qui est rentré en 86 puis qui avait une bonne carrière mais qui n'était pas incroyable. Puis qui, tu sais, c'est... Je sais pas. Les gens des expos, Pete Rose, soit dit en passant. Oui, les gens des expos, mais je me demande juste à quel point ça vaut vraiment la peine de retourner là-dedans. Là, la saison elle commence, on peut-tu parler de la saison? On peut-tu parler du système de balles puis de prise automatisée? On peut-tu... ces dossiers-là débloquent pas. Là. Ça fait des années que c'est là, puis peut-être l'année prochaine, on va faire des tests pendant le camp d'entraînement, puis Pete Rose, ça, tu vois, ça, on pourrait retourner. J'ai l'impression qu'on investit mal notre temps. C'est pas le dossier le plus important. Comment?
Mais je me dis en même temps, est-ce que c'est un pas en avant de la MLB qui commence à accepter un peu son passé, de faire la paix avec lui-même un peu, puis de dire, hey, sais-tu quoi? C'est de notre faute. Les stéroïdes et tout ça, c'est de notre faute. On a cautionné ça. On n'a jamais fait vraiment en sorte que c'était vraiment mal, puis on a tiré profit de ça. Éventuellement, on devrait laisser les gars avec les stéroïdes rentrer au temple de la renommée. Ouais, les mais à ce Barry compte-là, Bonds, les Roger Clemens de ce monde. Ouais, mais à ce compte-là, je veux dire. En fait, Barry Bonds et Clemens n'ont juste pas été élus en 10 ans. Là. Pete Rose a jamais été sur le bulletin ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dans le sens que tu penses que si on ouvre Pete Rose, on pourrait après ça peut-être se pencher sur Ouais, écoute, il est jamais trop tard pour faire la paix avec son passé, hein? Ouais. Mais mais tu sais, en même temps, pourquoi on retourne là-dedans encore? Là, je veux dire, on peut-tu juste c'est beau, c'est fini. Là. C'est fini. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est comme la première étape vers ça, puis on se dit que commencer par Pete Rose, c'est moins pire, surtout avec ce qui se passe avec le président, tu sais. Peut-être qu'on se dit, le président fait ça, on va commencer par là, puis on va peut-être aller là après, sur le dopage après. Mais, tu sais, le dopage, la MLB ne l'a pas dit explicitement. Le pari, c'était pas mal clair dans ce temps-là. Oui. C'était pas mal clair. Là. Mais je me dis que je suis sûr que la MLB, au fond de soi-même, se disent, hey, les gars, sur le dopage, tout ça, la bonne décision, c'est de les inclure au temps de la renommée. Peut-être. Voilà. Anyways, boys, vous savez quelle heure? Il est l'heure, et vous connaissez le terme d'entrée. Qui, cette fois-ci, est arrivé au bon moment, soit dit en passant. Oui. T'as pas pris une demi-heure. Je dois naviguer après plusieurs onglets. Je suis genre ailleurs un peu pendant qu'on enregistre. Pas de ma faute. Ah, dommage. Anyway, espérons d'église. Alors, à chaque semaine, sur les réseaux sociaux, on vous envoie l'invitation de venir discuter avec nous. Envoyez-nous des trucs un petit peu loufoques ou des questions, puis on va répondre. On va jaser de tout ça. Et la première nous provient de Producer Ali qui dit, avec ce retour, parlant de Deebo Samuel, parce que l'échange était contre choix de 5e tour, je tiens à le rappeler, soit Deebo a pris une solide drop, soit les Niners se sont fait fleeced. Je comprends je comprends pourquoi il pense ça. Puis c'est vrai que c'est pas énorme payer un choix de 5 pour Deebo, mais tu sais, il faut pas oublier quand même que ce gars-là est un receveur vieillissant, a eu des petits problèmes de santé, voulait partir et surtout il y a un gros contrat. Je ne veux pas dans la NFL, c'est souvent comme ça que ça marche. Les vétérans avec des gros contrats, ça rapporte souvent, on surestime ce qu'on pourrait avoir pour ces gars-là. De là à dire que les 49ers se sont fait avoir, je ne sais pas. Je pense que ça a toujours été le marché pour ça. Les Commanders ont peut-être fait une bonne affaire quand même, mais l'autre affaire que je me demande, on sait que Deebo était disponible pour ça, mais les Rams ont aussi Cooper Kupp à donner. Puis, mettons, j'ai aucune idée. Je pense que les Rams prendraient la même chose. Fait que, pour le bien de l'exercice, disons que les Rams veulent un choix de 4e ronde pour Cooper Kupp. Si je t'offre Cooper Kupp pour un choix de 4e ronde ou Deebo Samuel pour un choix de 5e ronde, tu prends quoi entre les deux? Moi, je me dis que les Cowboys de Dallas ont payé à peu près la même affaire pour un receveur beaucoup moins bon. Ouais. Ok. Jonathan Mingo, c'est autre chose. Jerry Jones était parti de chez cette journée-là. Mais c'est ça mon point, tu sais. On regarde ça, puis ces receveurs-là, souvent vieillissants avec des gros contrats, ça rapporte souvent, tous les joueurs vieillissants avec des gros contrats, mais surtout les receveurs, tu sais, souvent, même si ces gars-là ont une bonne réputation, une belle feuille de route, ben ça fait en sorte que leur gros contrat puis leur léger ralentissement, leur valeur descend à une vitesse assez rapide parce qu'il y a juste la possibilité. C'est pas rare de repêcher un bon receveur en 4e ou 5e ronde que de sur un contrat de recrue pour 4 ans, littéralement Puka il y a quelques années. Fait que tu sais, je pense que les Niners voulaient tourner une page, on voulait aussi libérer de l'argent. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas demandé de la lune non plus. Mais Washington a fait une belle prise, surtout pour un choix de 5. C'est un beau pari pour une équipe qui avait besoin d'armes offensives, comme je disais. Mais je suis pas prêt à dire que si les Niners se sont fait avoir non plus, parce qu'il fallait faire cet échange-là. Puis je pense que c'est la valeur
marchande pour des gars comme ça. Surtout, faut pas oublier que Debo a exprimé qu'il ne voulait pas revenir à San Francisco. Exact. Un directeur général qui voit ça, une patate chaude de même devant les médias, tu perds déjà toute la vie. Tu perds toute la vie. Puis, des choix de repêchage, il y a combien de gars dans la NFL, peut-être pas le nom, mais en pourcentage, il y a combien de gars dans la NFL qui vaut un choix de première ronde? Il n'y en a pas beaucoup, man. Pas beaucoup, c'est ça qu'on oublie. 1-2% de la NFL? Tu sais, mettons tu regardes ça avec des lunettes de partisans de hockey. Tu dis qu'un choix de 5e ronde, là, c'est rien. La face, c'est qu'au football, un choix de 5e ronde, ça demeure quand même excellent. Tu sais, choix de première ronde pour échanger ça, là, il faut un énorme talent. Puis là, pour dire Debo Samuel, un choix de 5e tour, Pop, je partage ton avis là-dessus. Je pense que, pas sans dire nécessairement que les 49ers se sont fait avoir, mais Debo Samuel a certainement influencé son il a clairement pas aidé en faisant ses déclarations publiques et en étant très, très, très vocal sur le fait qu'il ne voulait plus être à San Francisco. Écoute, comme John Lynch avait... s'il n'était pas menotté pour quelque chose... Lynch. ça va? John Lynch. Le grand chum. Le grand chum. Anyways, deuxième sur le Perron de Glace qui nous provient de William Savard qui dit « Au New Jersey, dans un trade avec David Savard et un choix de 2e ronde pour Dawson Mercer, je confonds mes fantasmes de Saguenay avec la réalité. Mercer à Montréal arrivera, j'en suis certain. » C'est quand même très spicy, ça. Ça, c'est en réponse à Kirby Dack. Oui, exactement. On avait posé sur, quand il y a eu l'annonce que la saison de Kirby Dack était terminée, on demandait est-ce que pour vous, on lance la serviette ou on continue avec lui? Qu'est-ce qu'on voit pour son avenir? Puis dans le cas de William, on dit on va chercher au New Jersey, on met un package, puis on va chercher Dawson Mercer avec le Canadien Mieto. Je vois où tu vas en venir. Je vois le gars du Saguenay qui parle, qui a vu Dawson Mercer jouer avec les Saguenay de Chicoutimi à la fin des années 2010 dans le tournoi de la pandémie. Écoute, pour se rajeunir, excellent. Tu te rajeunis, c'est un ancien choix de première ronde, coûte pas cher. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là et je suis en train de me dire que peut-être Dawson Mercer a de moins en moins le beau rôle du côté de New Jersey. Un peu ce que je disais pour Brock Besser tantôt, on est en train de baisser dans la hiérarchie un peu. Tu sais, tu as des Jasper Bratt, tu as des Jack Hughes, tu as même Luke Hughes en défense, puis des Timo Meier de ce monde. Moi, d'après moi, si Dawson Mercer peut arriver à Montréal et jouer au centre, est-ce qu'on peut aller de ce côté-là et peut-être être le fameux deuxième centre derrière Nick Suzuki qu'on pourrait amener à Montréal pour faire jouer dans un scénario pour l'année prochaine, hypothétiquement, Patrick Laine avec Ivan Demidov. C'est pas fou parce que la grosse affaire avec Kirby Duck, là, c'est... Puis, tu sais, on aimerait ça un peu encore tenir ce rêve-là parce que c'est un 3e au total. Le potentiel peut toujours être là, mais la grosse affaire, en dépit des performances un peu pitoyables cette année, c'est que là, c'était un genou scrappé la saison dernière. Ça a été un peu la même affaire quand même sa première saison quasi complète, si on veut. Puis cette saison, c'est la même histoire d'un genou scrap, puis on doit le terminer pour la saison. Et à l'inverse, Dawson Mercer qui n'a pas encore manqué un match dans sa carrière. Là. Non, mais l'affaire... Non, c'est 82 matchs à chaque saison. Mais l'affaire que je regarde avec Dawson Mercer, je suis en train de regarder pendant que vous jasez, je regardais un petit peu ses stats pour me familiariser, mais tu sais, voir un peu le portrait du gars. Puis, tu sais, oui, c'est 2 bonnes premières saisons, mais ça fait 2 années que c'est, sans dire que c'est difficile, c'est un petit peu plus laborieux. Tu sais, l'année passée, 33 points en 82 matchs. Là, tu vois, c'est 26 points en 61 matchs. Puis, oui, Pop, tu l'as dit, c'est un rôle qui est un peu réduit au New Jersey avec, on a tellement d'attaquants là-bas. Fait que, c'est sûr que son rôle est amené à diminuer. Ouais, puis la saison dernière, c'était assez curse, la saison des Devils aussi. Ouais, c'est ça. L'année passée, c'était bizarre, mais cette année, c'est encore un peu... Tu sais,
je trouve que c'est un peu comme plan de deuxième centre. Mais c'est pas sexy. Disons que c'est pas sexy en partant. Tu sais, de là, peut-être un plan B pour le projet et tout, mais je me demande aussi, oui, je comprends qu'il y a de la frustration avec Kirby Dach en ce moment, puis je suis complètement conscient de ça. L'échanger cet été, c'est de l'échanger quand sa valeur ne peut possiblement pas être plus basse. Puis surtout, Mercer, Dach est en fin de contrat l'année prochaine à 3,4. Mercer, c'est encore 2 années à 4 millions par année. Tu sais, je comprends pourquoi, puis Mercer, c'est un gars qui est intéressant, mais tant qu'à faire, je me demande, au lieu de se dire on va chercher Mercer, ce sera deuxième ou à la limite troisième centre, pourquoi, à la place, pas prendre l'année prochaine, faire de Dach un ailier toute la saison? Bon! Toute la saison. Oh, ça fait le niaisage de le faire jouer au centre, ça marche pas. Merci. On a eu des moments où ça a marché quand il est arrivé, mais dans l'ensemble, c'est les meilleurs moments. Tu repenses au meilleur moment de Kirby Dach à Montréal, c'est à l'aile que c'est arrivé. Puis je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire il revient, mais là, à l'aile de Suzuki Caulfield. C'est pas du tout ça. Je pense que ce serait. Surtout, il va revenir, ça va être beaucoup d'absence. Puis surtout, cette année, c'était difficile. Je pense que ce serait pas lui rendre service de le mettre directement sur ce premier trio-là. Mais, man, ce gars-là, on l'a vu, est capable de jouer du bon hockey. Puis je pense que les blessures, c'est dommage, vont avoir fait dérailler sa carrière. Je pense qu'il ne viendra jamais le gars qu'on a espéré aller chercher chez le Canadien. Puis c'est dommage, ça fait partie de la vie. L'affaire, par exemple, c'est que là, le Canadien va s'acharner. Surtout qu'il n'y a peut-être plus énormément de temps de développement à faire. Il ne peut plus s'acharner à faire de ce gars-là un centre quand, clairement, ça ne fonctionne pas. Ce gars-là est peut-être un bon allié, a le gabarit d'un allié, un gros bonhomme allié. C'est le fun d'un gros centre, mais un gros allié, c'est le fun aussi. Puis c'est un gars qui a une bonne vision de jeu aussi, qui est capable de... Je pense encore qu'il y a quelque chose à faire avec Kirby Dach, mais c'est pas comme joueur de centre. C'est peut-être comme un allié, peut-être comme un allié sur un troisième trio. C'est peut-être ça, mais je pense qu'il y a encore une place pour ce gars-là en ville, au point de le shipper pour un Dawson Mercer qui... Ben, j'ai pas envie de dire que c'est du pareil au même qu'à Dach. Je prends Mercer avant Dach, mais tu sais, c'est vraiment un si gros upgrade que ça. Je sais pas si c'est un move que je ferais. Est-ce que les centaines de milliers de dollars de plus vaut vraiment Dawson Mercer? L'année de plus aussi. Regarde, parce que tu vas avoir Hudson qui va devoir payer bientôt, puis tout ça, puis t'en as d'autres qui vont falloir que tu payes bientôt. Puis l'année prochaine est très importante à Montréal parce qu'il y a ce petit affaire-là qui s'en vient l'année prochaine. Tu sais, ce petit dynamo pour jouer sur des symboliques culturelles. Là. C'est what you did there. Il ne joue pas, certainement pas avec le Dynamo de Moscou, mais il y a un petit Russe qui s'en vient l'année prochaine qui peut faire de quoi de spécial. Qui peut faire de quoi de spécial et on le souhaite. Anyways! Je vais juste terminer là-dessus. Imaginez les alliés l'année prochaine à Montréal. Caulfield Suzuki, Laine Demidov, Newhook avec Dach. T'as Gallagher, Anderson, t'as Heinemann, tu sais, t'en as beaucoup, ça t'en fait beaucoup. Je comprends pourquoi tu pourrais l'échanger, mais je ne sais pas si c'est Mercer. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va peut-être avoir congestion aux ailes? Est-ce que ça peut faire en sorte qu'on peut échanger Kirby Dach? Ça, c'est la vraie question. Qui faciliterait potentiellement aussi, nos ailiers sur la troisième ligne, c'est Alex Newhook et Kirby Dach. Man! Skippez-moi ça jusqu'en septembre l'année prochaine, j'ai hâte. Puis ce qui pourrait aussi faciliter tout ça, c'est la transaction du One Man Army lui-même, Yoel Armia. Mais ça va être à suivre. Juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, quiz du joueur de la semaine pour vous. Alors, l'énigme qu'on a pour vous cette semaine, c'est un joueur de premier but, âgé de 37 ans, qui joue pour les Yankees de New York, qui porte le numéro 48. Félix Forget, la réponse étant... Et un nouveau venu chez les Yankees cette année, Paul Goldschmidt, qui va disputer sa première saison avec les Yankees, va remplacer Anthony Rizzo, qui portait lui aussi le numéro 48. Qui joue au premier but aussi. Fait que ça va être intéressant de voir ce que Paul Goldschmidt va être capable de faire cette saison. T'sais, on sait que c'est plus le joueur qui était nécessairement dans ses belles années, mais les Yankees sont allés le chercher pour solidifier le premier but puis amener un gars qui a une présence dans un alignement, une présence solide, un gars qui va être capable de contribuer. Fait que ça va être une saison super intéressante à suivre pour lui.
la saison de la MLB commence vraiment bientôt. Et d'ailleurs, petit teaser pour ceux qui nous écoutent encore en ce moment, on travaille sur peut-être un petit quelque chose de spécial pour le début de la saison. On dit juste ça. C'est quelque chose de spécial pour le début de la saison. Restez pas trop loin si vous êtes fan de baseball. Non, définitivement. Si vous avez été là l'année dernière, vous pouvez attendre à de quoi de similaire. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à cet épisode de la Triple Menace pour cette première semaine de mars. Restez à l'affût. Parce que vendredi, il y a potentiellement une grosse journée dans la LNH qui s'annonce. Je demande qu'on se gaslight tout de même, puis finalement, il n'y a juste rien qui arrive. Nico Rantanen va être avec le Canadien. Vendredi matin pour regarder ça. Puis en plus, semaine de relâche. Yes! Ça va être fun. Anyways, on va surveiller ça alors que ça s'en vient. On a hâte que la LNH au complet pète. Ça va être le fun. J'ai tellement hâte qu'on se fasse un épisode urgence pour Mikko Rantanen à Montréal. Non, mais en réalité, on va tout déballer ça dimanche la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine et ciao, ciao!